Cette vidéo vous propose l'arthrologie du genou et l'objectif est d'imaginer la constitution de cette articulation, mais cette articulation en mouvement. Alors observons tout d'abord les cartilages articulaires et les ménisques posés sur ces cartilages articulaires. Donc on voit qu'ils sont relativement épais, ces cartilages articulaires. On voit ici ces deux ménisques classiquement décrits comme des croissants, avec une partie antérieure que l'on appelle les cornes, une partie postérieure, donc les cornes, antérieures et postérieures, respectivement. Aussi quelque chose d'important, c'est ce cône osseux qui est situé à peu près au centre, et on va le voir, qui va venir s'encastrer entre les deux condyles du fémur. On voit ici une encoche où va venir se situer lors de la flexion les fameux ligaments croisés. On voit donc ici que cette partie du cône est recouverte de cartilage, ce qui permet évidemment au condyle du fémur, lors des rotations, de pouvoir s'articuler tout en laissant le genou stable. On observe donc ces ménisques qui vont glisser sur les surfaces articulaires lors des mouvements extension. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais déjà, on observe ici, vous voyez, cet espace qui va permettre un glissement vers l'arrière des ménisques, comme cela. Et donc, à chaque mouvement de flexion-extension, les ménisques glissent, se déforment déjà, ce sont des fibrocartilages, et ils glissent vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà le fémur qui va donc se poser sur le plateau tibial, et d'ores et déjà, on constate, l'image mentale forte, c'est que fémur et tibia ne sont pas du tout encastrés. On sera donc en présence d'une articulation très mobile, mais très fragile, puisqu'il n'y a pas d'encastrement, comme par exemple dans le cas de la hanche. Donc on voit donc que le fémur, lorsqu'il est posé sur le tibia, eh bien, ne présente qu'un seul point de contact. Là, l'image ne le montre pas parfaitement, mais on peut l'imaginer. Un seul point de contact entre les deux os. Donc, deux condyles, deux points de contact à droite, deux points de contact à gauche. Cela nous donne donc 4 points de contact. Si le haut du corps du sujet, c'est-à-dire de la personne, pèse 60 kg, eh bien, chaque point de contact supporte 15 kg. 15 kg, même pour des cartilages sains, eh bien, c'est une charge quasiment impossible à supporter si le sujet a une activité physique intense, les cartilages s'usent. Donc on comprend donc pourquoi ces cartilages, ces fibrocartilages, vont s'intercaler entre le fémur et le tibia et par conséquent augmenter la surface de contact. Attention, la congruence, c'est-à-dire ce contact, n'est pas parfait, comme ici, dans le cas d'une extension. On passe en vue postérieure, postérolatérale, pour montrer justement en flexion que les ménisques reculent. En réalité, c'est le fémur qui va reculer et entraîner avec lui les deux ménisques vers l'arrière. C'est pour ça qu'on avait donc un petit peu de place libre sur la première image. Et on voit donc que la congruence, c'est-à-dire le contact ici, n'est pas parfait dès lors que le sujet place son genou en flexion. Voilà une flexion presque complète, et on voit donc que les ménisques sont écrasés, presque cisaillés lors d'une flexion. Bien évidemment, si la flexion est complète,
que le sujet est peu musclé et qu'il porte une charge relativement lourde, on pourra à ce moment-là parler de cisaillement et donc de risque de lésion. Comme dans ce cas-là, par exemple. Vous voyez, congruence imparfaite, écrasement, cisaillement des ménisques. Ces fibrocartilages sont résistants, bien évidemment, ils se déforment, ils supportent des charges importantes, les répartissent sur toutes les surfaces articulaires, mais tout de même leur résistance a une limite. Donc, extension, et on va voir le ménisque qui est repoussé vers l'avant par un fémur qui avance. Donc, flexion, le fémur recule sur le plateau tibial, extension, le fémur avance. On le reverra tout à l'heure, mais le fémur peut réaliser des mouvements de rotation autour du tibia, ou l'inverse, le tibia peut réaliser des mouvements de rotation autour du fémur. Et dans ce cas-là, les ménisques vont se déplacer dans des sens contraires. L'un va avancer sur le plateau tibial, tandis que l'autre va reculer. On voit bien dans cette rotation que tout cet espace ici, alors que cet espace disparaît sur le ménisque, au niveau du ménisque interne. Voyons sur cette vue postérieure à nouveau ce mouvement de flexion-extension, et déjà, on aura à l'esprit que ces mouvements seront guidés par des ligaments, les fameux ligaments croisés. Voilà donc le fémur qui est enlevé, et on a donc une image qui nous montre quelles sont les contraintes auxquelles les ménisques doivent résister lors d'un mouvement de rotation. Imaginez un footballeur, par exemple, avec des crampons bien incrustés dans le sol. Imaginons aussi en ski toutes les contraintes qui peuvent s'exercer à ce niveau-là. Donc, les ménisques peuvent les supporter. Ce sont des fibrocartilages, c'est-à-dire du cartilage noyé dans des fibres. Ces fibres, nous les avons schématisées comme ceci, et par ces traits. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et ces fibres se réunissent par une sorte de cordon fibreux qui permet leur insertion dans cet espace ici, entre les deux cartilages articulaires de la glène interne ou médiale et de la glène externe ou latérale. Et donc, on voit un espace assez réduit qui reste disponible. Cet espace sera occupé par l'insertion des ligaments croisés. Alors, parlons-en justement de ces fameux ligaments croisés. Ils sont au nombre de deux, le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur, comme on les appelle maintenant. Ils ont un autre nom, mais un peu plus compliqué dans la nouvelle nomenclature. Et on les appelait autrefois le ligament croisé antéro-externe et le ligament croisé postéro-interne. Parlons de l'antéro-externe. Je préfère cette dénomination ancienne, certes, mais qui présente au moins qui permet au moins une mémorisation beaucoup plus facile de ses insertions et par conséquent de sa direction. Antéro, il s'insère en avant de ce cône osseux. Externe, il s'insère sur le condyle externe. Alors il présente à décrire plusieurs faisceaux. Les auteurs ne sont pas tous d'accord. Nous n'en avons décrit que deux.
ce qui est très loin de la réalité. Certains auteurs en décrivent 5, 6, 7. En effet, il se présente, comme d'ailleurs le postérieur, que sous la forme d'un triangle, avec ici une insertion sous la forme d'un point, et ici une insertion beaucoup plus étendue, et par conséquent, on a la forme d'un triangle, et on peut imaginer que tous les faisceaux ne seront pas tendus en même temps, mais que certains faisceaux, au cours de la flexion-extension, seront tendus, contrôleront les mouvements du fémur sur le tibia, tandis que les autres seront détendus. Alors, on lisse un petit peu l'image pour mieux voir ce ligament antéro-externe. Passons maintenant sur cette vue postérieure, et on voit donc la direction de ce ligament croisé. Il va donc être oblique en haut, en dehors et en arrière. Donc, antéro-externe, vous avez en avant, donc il va partir vers l'arrière, se diriger vers l'arrière. Externe, quand on dit l'externe, donc il va se diriger vers le dehors, et en haut. Donc on a les trois directions de l'espace qui peuvent être facilement imaginées, et bien sûr on imagine un triangle. On voit ici donc cette petite encoche, nous avons parlé tout à l'heure, et on va maintenant observer ce ligament, son comportement, lors d'une flexion du genou. On va voir qu'il va se coucher, en quelque sorte. Il va s'horizontaliser, et ce faisant, il va donc se coucher sur cette encoche. Et regardez comment, en se couchant, il va permettre, mais limiter, le recul du fémur sur le plateau tibial. Il va se vriller simultanément, on voit cette vrille, et on comprend donc que tous les faisceaux ne seront pas tendus simultanément. On comprend également pourquoi ces faisceaux pourront être rompus dans certains mouvements brutaux, et on verra lors des mouvements de rotation. Voyons maintenant le postérieur ou le postéro-interne. Il va s'insérer sur le condyle interne, comme son nom l'indique, et sur la partie postérieure du plateau tibial. Là encore, on est en présence d'un ligament triangulaire. On remarque quand même une insertion très étendue, un point d'insertion très étendu, ce qui témoigne bien de l'épaisseur et bien sûr de l'importance du rôle de ce ligament postérieur ou postéro-interne. Là encore, les auteurs sont partagés sur le nombre de faisceaux. On retiendra, nous, un faisceau plus proche du rectangle, mais toutefois, qui reste globalement triangulaire. Et on va voir son rôle lors d'une flexion-extension. Voilà en vue postérieure. Et on va voir qu'il va se vriller lorsque le fémur recule. On va voir que il contribue également à plaquer le fémur sur le plateau tibial, empêcher son élévation, c'est-à-dire l'écartement, la luxation des deux os. On a remarqué également que la congruence
c'est-à-dire l'encastrement avec des guillemets du fémur dans le creux ici constitué par le ménisque n'est pas parfait au cours de la flexion. Et maintenant, on va voir les déplacements des deux ligaments croisés au cours de la flexion-extension. Tout d'abord, surtout, on va comprendre pourquoi ils s'appellent les ligaments croisés. Regardez, celui-ci donc, l'antérieur oblique vers le haut, vers l'arrière et vers le dehors, puisque c'est l'antéro-externe, alors que le postéro-interne est oblique vers le haut, il s'insère en arrière du plateau tibial, vers le dedans, postéro-interne, et bien sûr, vers l'avant. Donc ces deux ligaments sont croisés. Et ils restent croisés tout au long de la flexion-extension. Vous voyez comment l'antérieur, va limiter le recul du fémur sur le plateau tibial et l'autre va permettre au fémur de ne pas se luxer, c'est-à-dire ne permettra pas d'un écartement ou une séparation en arrêt du contact du fémur sur le plateau tibial. En vue antérieure, la remarque est la même, les deux ligaments sont croisés. On voit bien ici l'antérieur qui va se coucher pendant que le postérieur, lui, va se verticaliser et même remarque donc sur cette vue médiale que nous allons ralentir. Et là, donc, flexion complète, un fémur donc, qui est empêché de reculer davantage par l'antérieur. Évidemment, un fémur très en arrière du plateau tibial. Si vous voyez un espace ici, eh bien, c'est tout simplement parce que on n'a pas représenté le cartilage des condyles. Par conséquent, on ne voit ici que la limite de l'os proprement dite. Vue postérieure. Et une vue supérieure. Alors là, c'est intéressant, sur cette vue supérieure, les deux ligaments croisés sont parallèles. Nous allons voir à la fin de la vidéo quel est tout l'intérêt de cette organisation. Abordons à présent ces ligaments latéraux qui sont eux aussi souvent traumatisés, lésés, déchirés au cours des pratiques sportives. Et ces deux ligaments jouent un rôle majeur dans la stabilité du genou. Voyons tout d'abord le ligament latéral externe, comme on l'appelait avant. On appelle maintenant le ligament collatéral fibulaire, puisqu'il s'insère sur la fibula, qui est le nom moderne du péroné. Donc on voit un tendon qui, le genou étant en extension, est presque vertical, mais non, il est légèrement oblique vers le haut et l'avant. Il est tendu, comme son homologue de l'autre côté. S'il est tendu, il empêche les rotations du genou. Vous pouvez vérifier sur vous-même, vous ne pouvez pas réaliser une rotation du genou lorsque vous êtes genou en extension. Si vous pouvez le faire, c'est que cette rotation se passe au niveau de la hanche. Et regardez, dès le début de la flexion du genou, le ligament
se détend. Et on peut donc imaginer la conséquence. Il permettra des rotations dès la flexion du genou. Par conséquent, vous aurez un genou verrouillé, un genou solide grâce à la tension de ce ligament et de l'autre ligament, l'interne. Et ensuite, cette détente du ligament va augmenter et donc il n'aura plus aucun rôle dans la stabilisation, dans la stabilité, dans la solidité du genou. En revanche, il renseignera, comme tous les ligaments, le cerveau sur son état, c'est-à-dire il est détendu. Vous voyez, là, genou verrouillé, le ligament est tendu. On va donc passer au collatéral médial que l'on appelait avant le ligament latéral interne. Sa constitution est un petit peu plus compliquée, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais là encore, on imagine une constitution qui va favoriser la stabilité du genou, puisque c'est un ligament quand même très étendu, large. On voit également qu'il traverse, ou on imagine qu'il traverse la capsule pour voir ses fibres les plus postérieures se tisser avec celles des ménisques. On en dira quelques mots tout à l'heure. Et on voit donc un ligament tendu en extension qui va verrouiller votre genou, c'est-à-dire l'empêcher de se luxer, ou bien, tout simplement, il va permettre au genou, avec son homologue externe, il va permettre au genou d'être solide, stable en extension. Et qu'est-ce que l'extension? Tout simplement, lorsque les muscles puissants, extenseurs du genou, mais aussi de la hanche et de la cheville, vont permettre un saut, une impulsion, ou la course tout simplement. Donc un genou solide grâce à ce verrouillage et un genou évidemment beaucoup plus fragile lors de la flexion ou de la rotation. Et on voit donc ce ligament qui se détend, donc aucun rôle dans la stabilité du genou. En revanche, observez bien les faisceaux postérieurs dans l'extension. On va voir qu'ils vont ramener le ménisque vers l'avant. Et ce ne sont pas les seuls éléments fibreux qui vont favoriser l'avancée ou le recul des ménisques sur le plateau tibial, mais là, on a un exemple très démonstratif d'éléments fibreux qui permettent au ménisque de se déplacer aussi rapidement que le fémur. Voilà. Et comment il le ramène, ce ménisque, vers l'avant. Voilà donc une vue postérieure assez simplifiée de nos deux ligaments latéraux ou collatéraux. On voit donc que dans la flexion, ils se détendent, déverrouillent votre genou et permettent donc des mouvements de rotation dès le début. Des mouvements de rotation qui sont très importants. Pensez par exemple, lorsque vous marchez la nuit dans le noir, vous avez un petit peu tendance à fléchir votre genou pour pouvoir orienter votre pied en fonction d'un relief que vous ne voyez pas très bien. Donc, ces rotations du genou, elles sont très importantes lorsque le genou à peine fléchi, vous allez chercher le sol, un sol que vous ne voyez pas. Par exemple, si c'est la nuit ou tout simplement si vous êtes en train de courir. Dès la flexion, dès le début de la flexion, les rotations sont possibles. Vous voyez ?
pour orienter votre pied vers le dedans ou bien vers le dehors. Voyons maintenant la capsule du genou. Alors, elle est assez difficile à se représenter, mais vous allez voir, il suffit d'avoir une image mentale correcte de nos deux condyles, du plateau tibial, et se dire que les ligaments croisés vont venir se situer dans cette encoche, dans cette échancrure. Ici, on a en avant la place pour l'insertion de la rotule, que l'on appelle maintenant la patella, dans cet orifice qu'on appelle aussi une fenêtre. Donc la patella va venir se placer, s'insérer dans cette capsule, en avant. Et puis, évidemment, latéralement, on n'a pas cet espace, cette grande surface de capsule, de tissu fibreux. Adapter la longueur des fibres aux besoins de l'articulation. On constate ici donc des petits replis possibles qui vont permettre les mouvements de flexion-extension. On constate en avant ici ce repli très important qui va se déplier lors des mouvements de flexion. Et puis pour éviter que ces replis ne viennent se pincer entre la rotule, la patella et la surface articulaire du fémur, un muscle vient tendre en permanence ce repli fibreux. Et en arrière, une portion un peu particulière de cette capsule, les coques condyliennes, c'est-à-dire des épaississements très marqués de la partie postérieure de la capsule du genou. Et on voit ici la place qui sera occupée par les ligaments croisés. Voilà une vue donc de la cavité articulaire, c'est-à-dire cette cavité qui est baignée de synovies, qui va nourrir les cartilages, qui va favoriser les glissements. Disons au passage que cette synovie, elle passe d'avant en arrière à chaque mouvement, où elle se déplace à chaque mouvement des ménisques, chaque déplacement des ménisques, pardon. Et les voilà en place, les ménisques. Là, vous noterez tout de suite une petite erreur. Le genou est en extension, mais on a une surface articulaire ici visible. Ce n'est pas le cas. Cette vidéo est ancienne. Donc, vous nous pardonnerez cette petite erreur. On voit ici donc le muscle qui va tendre le repli qu'on voit mal sur cette vue supérieure. On voit ici les coques condyliennes. Et ici les croisés, ligaments croisés, qui donc vont occuper cette profonde échancrure. Du postérieur, on voit ici donc la patella. Je vous renvoie à la vidéo sur la patella. Le fémur en place. Voilà donc ce qui se passe au moment d'une flexion. Ce repli va donc disparaître, permettre la flexion, tandis qu'un repli ici, face postérieure, au niveau des coques condyliennes, va se créer, malgré bien sûr la relative rigidité de la capsule liée à sa surépaisseur. La coupe de la capsule. Et on voit ce que l'on appelle donc
cavité articulaire emplie de synovie. Alors un des rôles majeurs de cette capsule, et en particulier de sa partie postérieure, c'est de limiter l'hyperextension. On constate donc que cette capsule va se tendre au niveau des coques lorsque le genou sera placé en hyperextension. Un des rôles majeurs, comme celui des ligaments, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que, comme tous les fascias de notre organisme, ils sont riches en éléments proprioceptifs et ils pourront renseigner le cerveau sur le degré de tension de chaque partie de la capsule, sur les accélérations et par conséquent, grâce à une éducation physique, lié à l'entraînement, lié tout simplement à l'apprentissage de certains mouvements, eh bien le cerveau sera renseigné sur les contraintes que subit le genou au cours d'un mouvement. Alors cette dernière séquence vous montre tout simplement les conséquences de la situation des ligaments croisés parallèles, comme on le voit sur cette vue supérieure. Lors d'une rotation dans un sens, ils ont tendance à s'enrouler l'un autour de l'autre. Dans l'autre sens, ils ont tendance à se dérouler, en quelque sorte. Et lorsque la rotation interne est forcée, eh bien, on constate qu'ils peuvent se léser, se déchirer, plus ou moins gravement, bien évidemment, suivant l'importance de cette rotation forcée. C'est un peu comme lorsque vous prenez des fans de carottes ou si vous faites une rotation, eh bien vous pouvez couper les fans de ce légume, ou bien si vous prenez une corde, eh bien si vous l'enroulez, eh bien elle va s'entortiller, et dans le cas des ligaments croisés, ils pourront aller jusqu'à la rupture. Cette vidéo est donc terminée. Vous pouvez aussi vous référer au cours écrit qui est en ligne sur notre formation à distance FOVEA, qui elle aussi est en accès libre.